Responsables, employés et clients de certaines grandes surfaces reçoivent un visiteur particulier, le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une visite de Souleymane Diarra pour s'enquérir de l'effectivité du respect de la période de solde instaurée par le gouvernement. Nous avons 2 dates réglementaires, du 10 mars au 31 mars et du 10 août au 31 août. Donc je suis venu m'assurer au sein de ce supermarché que les dispositions prises par l'État concernant les soldes sont effectivement respectées. Après plusieurs endroits visités et vu l'engouement des consommateurs à cette période de solde, le ministre Souleymane Diarra prend une décision exceptionnelle. Nous avons décidé de proroger la période de solde jusqu'au dimanche 2 avril pour permettre en fait aux populations, notamment aux ménages, de profiter de ce week-end et également aux opérateurs économiques et aux commerçants pour continuer de faire de belles affaires. Responsables de supermarchés, gérants de boutiques et clients se réjouissent de cette visite. C'est une visite intéressante, donc on voit que le ministre se préoccupe des commerçants et de prendre la température, de voir comment ça se passe pour nous les commerçants et pour pouvoir proposer de meilleures offres à tous les clients. Je pense que de temps en temps, il faudrait que les différentes autorités essaient de s'imprégner de ce que la population vit au quotidien. C'est toujours bien de voir un ministre dans nos locaux pour vérifier, d'une part, la bonne application effectivement de la réglementation sur les soldes, et puis aussi de promouvoir justement ces périodes de soldes. La période de solde est un moment pour permettre aux consommateurs et commerçants de faire de bonnes affaires. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, entend mettre tout en œuvre pour contribuer à la réduction du coût de la vie. Transporteurs et chauffeurs de l'espace UEMOA réunis dans l'enceinte de l'Office ivoirien des chargeurs à l'initiative de la Direction générale du Haut Conseil du transport. Ils sont présents pour être sensibilisés contre les surcharges des camions de marchandises qui ont pour conséquence la dégradation des voies. Faire en sorte que la charge à l'essieu soit limitée. Il s'agit de constater 11,5 tonnes sur chaque essieu. Parce que la route même est réalisée avec 13 tonnes. Vous savez, si maintenant on dépasse les 11,5 tonnes, on va jusqu'à 14 tonnes, c'est comme si la route n'existe pas. Le règlement numéro 14 de l'UEMOA doit être appliqué par tous ces transporteurs et chauffeurs de camions de marchandises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est pour leur expliquer le bien fondé de cette décision que Diaby Ibrahim est monté au créneau. Le directeur général du Haut Conseil du transport a utilisé les mots choisis pour s'adresser aux acteurs du transport. Nous sommes là pour dire que la loi communautaire qui impose le règlement 14 pour qu'un camion puisse charger en fonction de son poids, nous sommes là pour dire que c'est ça qui arrange le transporteur. Le camion qui doit prendre 20 tonnes, on lui met 60 tonnes. Des fois, avant d'arriver à Yamoussoukro, s'il n'a pas cassé 5 pneus, il a cassé 2 pneus ou bien il a cassé un moteur parce que le poids tiré n'est pas un poids normal dans le camion. Donc on a tué tous nos camions. Ça suffit et on veut le poids normal dans nos camions. Des mots qui ont réussi à convaincre les chauffeurs. Ils sont déjà prêts à appliquer la décision. Tu as moins de charge et tu as plus de sécurité. Et le camion peut beaucoup rester qu'avec la charge. Le règlement numéro 14, pris en 2005 par les États membres de l'UEMOA, rentre en vigueur le samedi 1er avril prochain dans tout l'espace UEMOA. Plus d'1 million d'élèves du primaire bénéficient d'un repas équilibré à midi selon la direction des cantines scolaires. Ceci représente une consommation d'environ 203 tonnes de vivres par jour. Malheureusement, en plein milieu de l'année scolaire, les cantines fonctionnent difficilement. Elles ne sont plus approvisionnées en vivres. Une situation qui préoccupe l'ONG Ivoire Développement Durable. Les responsables de cette ONG et leurs partenaires ont offert à 32 cantines scolaires des directions régionales de l'éducation nationale d'Abidjan 1, 2, 3 et 4 ainsi qu'à celles d'Azopé et de Dabou des vivres d'une valeur de plus de 11 500 000 francs CFA. Le gouvernement fait ce qu'il peut, mais les vivres ne suffisent pas à l'ensemble des cantines. Donc ces 96 000 rations, ça va permettre aux 32 cantines de fonctionner 20 jours, c'est-à-dire pratiquement jusqu'à la fin du mois de mai. On peut considérer que c'est la fin à peu près de l'année scolaire.
dont recueillis par le directeur des cantines scolaires, Karidia Kone Soukoulé. Aujourd'hui, nous recevons de la part de l'ONG de Mme Donna Fologo des vivres. Ces vivres-là vont permettre aux enfants de finir l'année et de leur permettre d'avoir accès à un repas chaud et de pouvoir travailler correctement. Heureux, les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Ces vivres que nous avons, c'est pour quelques jours, mais nous sensibilisons les parents. Au niveau d'Azopé, nous le faisons avec les sous-préfets, les préfets, pour que la pérennisation de la cantine soit vraiment effective dans notre direction régionale. Sketch, poésie et visite des élèves en situation de repas dans la cantine de groupe scolaire Païda Djamé, qui a servi de cadre pour cette cérémonie, ont également meublé cette première édition de la remise des vivres aux cantines scolaires. En Côte d'Ivoire, la production annuelle de la mangue est estimée à 100 000 tonnes. Mais cette filière, comme dans tous les pays d'Afrique, reste menacée par l'infestation des mouches de fruits. À cela s'ajoute la non-conformité avec les normes phytosanitaires. Pour faire face à cette situation, que des experts du secteur venus du Burkina Faso, du Sénégal et de la Guinée se sont réunis à Abidjan pour trouver une solution. Les mouches de fruits ne sont pas les mouches ordinaires. Les mouches des fruits sont les mouches qui s'attaquent essentiellement aux fruits et légumes. La mouche apparaît en général au moment où les conditions climatiques sont favorables. C'est-à-dire au moment où la mangue commence à produire beaucoup. En ce moment-ci, ça coïncide très souvent avec l'arrivée des pluies. Et ces différentes pluies-là vont augmenter l'humidité relative. Et donc ça donne les conditions climatiques idoines pour cette mouche-là pour se développer. Initiée par la CEDEAO, cette rencontre d'Abidjan s'inscrit dans le cadre du projet de soutien du plan régional de lutte et de contrôle des mouches des fruits en Afrique. Les participants devront proposer et s'approprier les outils nécessaires pour une meilleure détection des pucules des mouches. Des actions qui permettront d'améliorer les revenus des producteurs. Dans cette salle de classe, on forme des Qataris à utiliser le métro. Aurez-vous des parkings à proximité des stations ? Il y aura des navettes pour les stations qui n'ont pas de parking. En 2020, Doha inaugura son premier réseau de transport public, 2 ans avant la Coupe du Monde de football. Le projet de 18 milliards de dollars est colossal. 3 lignes de métro souterrains sont en construction simultanément. Il permettra de désengorger la capitale qatari, dont la population a triplé en 10 ans. Je suis certain que le métro sera très bien accueilli. Cela me prend environ 1 heure tous les jours pour aller travailler. Le métro est un moyen de transport sécurisé et fiable pour aller d'un lieu à un autre. Et la durée du voyage est déterminée. Pour que le succès soit au rendez-vous, Qatar Rail, l'entreprise gouvernementale qui chapeaute le projet, et le ministère de l'Éducation ont lancé un vaste programme de sensibilisation. Ils s'immiscent même dans les manuels d'anglais, de maths et d'informatique. L'intérêt est aussi sécuritaire. Chaque mois, une vingtaine de personnes meurent sur les routes qataries sur une population de 2 millions d'habitants. Le ratio est 4 fois plus élevé qu'en France et le programme de sécurité routière qatari a pour objectif de diviser ce chiffre par 2. Mais faute de réseau de transport fonctionnel, la voiture reste pour l'instant le moyen de locomotion le plus utilisé. Je crois que je prendrai le métro, comme les Philippins, les Indiens, les Népalais, parce qu'ils n'ont pas de voiture. Comme pour les autres travaux engagés par le mondial de football, les autorités espèrent que ces infrastructures coûteuses seront utilisées même après la compétition. Mais ce sont les habitants les plus défavorisés qui semblent les plus intéressés. Le 30 mars 1912, le Maroc devient protectorat français après avoir difficilement conservé son indépendance 12 siècles durant. La signature du traité de Fès instaure l'installation d'un protectorat français au Maroc. Le sultan Moulay Hafiz s'engage à ne conclure aucune alliance avec un autre pays que la France et à ne contracter aucun emprunt auprès d'une autre puissance. De son côté, la France promet de respecter le sultan et la religion musulmane. Les pouvoirs du gouvernement français au Maroc seront détenus par un commissaire général de la République. Le général Lyoté doit remplir cette fonction. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat. Le pays devient indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui de roi sous le nom Mohamed V. Le 7 mars 1956, il annonce à son peuple
le retour à l'indépendance.